Qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Écoute, là, on va faire un petit reportage vite fait, bien fait sur le HESS qui occupe son bâtiment ce soir. Ah, tu parles de cette officine gauchiste? Cette officine gauchiste bolchevique, ne pas du tout validée par le FMI, là, pour le coup. Pas du tout. Et voilà, les étudiants, ils sont mobilisés, ils veulent dormir là-bas. Ah ouais. Je sais pas trop ce qui va se passer avec la police, mais ça devrait aller normalement. Et encore des gens qui veulent voilà. profiter des biens publics, quoi. Et qui vont dégrader les biens publics. Ils vont dégrader la donc malheureusement, voilà. Mais du coup, non, ça va vraiment bien se passer, je crois. Et bah du coup, on est de retour à l'intérieur cette fois-ci de l'EHESS. Alors, on n'a pas pu avoir accès à l'immense hall et patio qui est très beau d'ailleurs. Du coup, on est dans un couloir. Voilà, mais par contre je vous assure que c'est vraiment très beau, c'est tout neuf et tout, genre c'est pas nos facs d'Île-de-France avec de l'amiante. Dans ma fac à moi il y avait de l'amiante, mais du coup voilà, je suis avec 3 étudiants qui ont accepté de bien vouloir nous parler parce que c'est pas évident forcément non plus. Et du coup on va revenir un petit peu sur non seulement la mobilisation d'aujourd'hui en particulier et l'occupation d'aujourd'hui, mais aussi comment est-ce qu'on en est arrivé là, parce que ça n'a pas commencé hier ou la semaine dernière. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un veut parler en premier, mais peut-être aussi faire un retour, un peu un recul sur les dernières semaines, éventuellement les derniers mois aussi, pour savoir un peu où est-ce qu'on en est ce soir. Alors moi je peux faire un peu une remise un peu en contexte de la situation actuelle et ce qui a engendré cette situation-là. En résumé, en fait, il y a une mobilisation qui s'est montée assez tôt au sein de l'EHESS, notamment à travers et portée aussi par le syndicat solidaire EHESS, notamment à la suite d'un communiqué qui sont sortis le 8 octobre, qui a fait polémique et qui a amené la ministre de l'enseignement supérieur dans une tribune dans Le Monde avec le président de l'EHESS à exiger des mesures disciplinaires envers les étudiants du syndicat. Le président de l'EHESS a fait un signalement Pharos. Pharos, tu peux préciser ? Pharos, c'est une plateforme dans laquelle on peut dénoncer tous les communiqués ou les tweets haineux en termes de racisme, d'antisémitisme. Et du coup, suite à cette polémique médiatique et au signalement Pharos du président de l'EHESS, s'en est suivi toute une mobilisation au sein du campus Condorcet porté par le syndicat et les étudiants de l'EHESS pour se mobiliser sur la Palestine et aurait monté un comité Palestine au sein de l'école qui s'est organisé dès le mois d'octobre en lien avec aussi pas mal l'urgence Palestine. Et ces derniers temps, ça s'est accéléré aussi avec les nombreuses convocations qui ont eu lieu par les camarades. Il y en a eu 6, dont une personne qui a été convoquée 2 fois par la police antiterrorisme pour apologie du terrorisme. Dans ce contexte de mobilisation étudiante en soutien à la Palestine et aussi des accusations en apologie du terrorisme et les convocations qui s'en ont suivies, il y a eu un regain de la mobilisation au sein de notre université en soutien à la Palestine. Et on a décidé d'envahir le conseil de vie scientifique parce que on n'a pas réussi à se faire entendre tout au long de l'année pour porter l'émotion à la fois dans le CA, à la fois dans le conseil de vie scientifique, pour forcer la direction de l'école, à la fois pour porter le soutien envers les camarades qui sont convoqués par la section de police antiterroriste, et aussi les forcer aussi à prendre position sur le génocide en cours. J'allais dire, si quelqu'un de vous trois peut-être veut préciser quelles sont à l'heure actuelle les revendications qui ont été décidées. Il y a eu une assemblée générale aujourd'hui qui a précisé justement ces revendications. Donc c'est quoi ? Exactement, du coup on voulait que la présidence se prononce en faveur d'abord d'un cessez-le-feu immédiat et permanent, aussi contre la colonisation des territoires palestiniens depuis 1948, et enfin contre l'apartheid en fait. Et bon, pour le moment on n'a pas vraiment eu, mais on espère que dans les jours prochains ça va, ils vont bouger, mais bon, c'est pas trop d'illusions non plus quoi, mais voilà. Ok.
Oui, on appelle surtout la présidence à se positionner clairement sur ce qui se passe en ce moment, sur le massacre en cours. Et on appelle la présidence surtout à se positionner clairement sur un cessez-le-feu. Il y a le communiqué publiquement. Comme le disait mon camarade, depuis octobre, les étudiantes et étudiants de Solidaire et d'autres dans toutes les instances et d'autres groupes aussi se sont positionnés assez clairement sur le conflit en Palestine et ont appelé aussi les enseignantes, enseignants, chercheurs et la plupart des membres des différents conseils d'administration, que ce soit le conseil d'administration scientifique ou le conseil d'administration tout court en fait. Et donc il y a eu un certain mutisme de la part de la plupart des membres des différents conseils. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on en arrive à la situation la plus radicale pour demander un cessez-le-feu ouvertement, quoi. Ok. Je voulais rajouter un truc sur la deuxième revendication portée par le comité Palestine, HESS, c'est d'exiger que le président et que la direction de l'école apportent son soutien aux étudiants qui sont réprimés dans l'ensemble du mouvement étudiant et aussi un soutien à la fois aussi public et matériel, c'est-à-dire aussi financier, envers les étudiants et les étudiantes de la HESS qui ont été convoqués par la section antiterrorisme. Parce que ça a coûté énormément d'argent, ça a aussi brisé aussi des personnes qui ont dû arrêter leur mémoire, ont dû arrêter leurs études pour se consacrer essentiellement à essayer de préparer leur défense. Du coup, c'est des choses qu'on a amenées auprès de la présidence dans lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Et les nombreuses, faut comprendre que cette mobilisation, elle dépasse le cadre juste des étudiants de l'HESS, juste des personnes de Solidaire au HESS, c'est aussi un ensemble de professeurs qui a porté des motions qui n'ont jamais été soumis au vote, aussi des personnels, des doctorants, des chercheuses aussi, qui ont essayé de porter leur voix au sein des différentes instances, au sein aussi de leur laboratoire pour apporter leur soutien au peuple palestinien et qui n'ont jamais réussi à se faire entendre. Du coup, on est dans le cadre aussi d'une mobilisation à la fois portée par le comité palestinien du HESS, mais aussi portée par des enseignants, chercheurs, chercheuses et aussi des doctorants qui aujourd'hui sont réunis pour essayer de faire une action commune d'occupation de l'HESS. Oui, j'ai une autre question aussi, mais que vous n'êtes pas obligé de répondre, plus sur votre politisation à vous, pour savoir un petit peu, est-ce que la cause palestinienne, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, quelque chose que vous avez découvert un peu plus tard, est-ce que vous avez peut-être déjà un rapport à l'antiracisme initialement, à l'anti-impérialisme éventuellement aussi, ou est-ce que c'est un truc qu'on découvre aussi dans ces jeunes années, quoi. Donc peut-être vous voulez dire un mot plus perso là-dessus. Moi, c'est vrai que de base, j'étais pas informée là-dessus, mais bon, les événements ont fait que, et un peu anciennement aussi, par certaines expériences personnelles. Mais c'est vrai que, moi, c'est Youssef Boussouma qui m'a vraiment, voilà. Bien sûr, vive l'insurrection des consciences, vive le soulèvement des consciences. Mais là, je l'attendais pas en plus, incroyable. Non, vraiment. Putain, mais Youssef dans les cerveaux de tout le monde. D'abord les podcasts, non, mais en plus, toutes ces interventions, on voulait le recevoir aussi. Et c'est vrai que c'est l'occasion de dire aussi que ces jours de mobilisation et l'occupation qu'on veut ouverte, et aussi on veut accueillir beaucoup de chercheurs, aussi de militants, même d'étudiants qui travaillent sur des sujets à la fois liés à la Palestine et aussi à la colonisation. On espérerait aussi faire naître un cadre où on réfléchit aussi à la décolonisation, puisqu'on est quand même un empire colonial, quoi, et qu'à un moment il faut réfléchir à voir comment la situation en Palestine peut permettre aussi de visibiliser d'autres formes de lutte décoloniale. Moi je pense aux Antilles, mais par rapport à mon histoire personnelle, mais je pense que c'est vraiment important et c'est ça qu'on essaye aussi de construire dans les prochains jours. Donc, okay. Et d'ailleurs, si vous voulez intervenir aussi, on pensait à l'islamophobie, mais comme je sais que Wissam il est un peu calé sur ce sujet-là. Juste un peu, ouais. Légèrement, c'est vrai que. Mais non, voilà, on pensait aussi pour voir comment la colonisation en Palestine et la manière dont le gouvernement fait front avec le gouvernement israélien peut permettre aussi de comprendre toute la réaction islamophobe, etc. et comment les deux s'alimentent. Et je pense que ce serait vraiment important d'avoir des réflexions aussi là-dessus, quoi. Un peu plus large que la Palestine. Alors moi, la question palestinienne, en tout cas, moi, ma première fois que je me suis mobilisé quand j'habitais à Grenoble, c'était, je suis venu à ma première manifestation, c'était en 2014 pour la Palestine, et c'est la première mobilisation que j'ai faite. Et en tout cas, moi, je suis franco-algérien,
Et au sein de ma famille, aussi dans l'endroit où j'ai grandi, en tout cas la question de la Palestine, au-delà d'être militant et de participer à des collectifs, c'est quelque chose en tout cas qui existe quotidiennement aussi à travers mes origines et aussi porté aussi par mes parents et aussi par à la fois mes voisins, mes copains, mes copines avec qui j'ai grandi. En tout cas, c'est quelque chose qui nous habitait, mais pas dans une manière de la politiser à travers un militantisme comme on peut le voir. Non, c'est spontané. Voilà, c'est spontané. C'est quelque chose en fait qui appartient en nous, la Palestine. Et du coup, là, je trouve beaucoup plus de sens. En tout cas, il y a un autre sens à y mettre quand on est au sein d'une école, qu'on a les moyens de participer et d'organiser des comités Palestine pour porter cette lutte-là et l'extérioriser en dehors de nos quartiers, en dehors de notre espace familial, mais de le porter au sein d'une instance ou d'une institution comme le HESS pour faire en sorte que en fait, cette lutte-là, elle se cantonne pas juste au cadre familial, elle se cantonne pas juste au quartier populaire, mais qu'en fait de la faire exister partout, également au centre-ville de Paris, également aussi au sein des grandes institutions, partout en fait. Et aujourd'hui, on a de la chance en tout cas d'avoir des personnes issues du quartier qui sont dans ces institutions-là, qui peuvent organiser des comités Palestine, qui peuvent porter le soutien à la Palestine au sein de ces institutions. Eva, un petit mot aussi. Oui, moi alors les premières mobilisations, c'est surtout à Paris. Je viens pas du tout de région parisienne, donc le conflit israélo-palestinien, on l'a un petit peu abordé à l'école, au lycée, mais c'est très rapide et c'est clairement insuffisant. Donc les recherches, c'était de mon côté, et le militantisme, ça a été vraiment à Paris. Et depuis les événements d'octobre, les témoignages, les podcasts, il y a les témoignages de partout, en fait, des vidéos qui sont de tous les côtés. Et ce qui m'a fait peut-être m'engager le plus, c'est surtout le fait qu'il y ait surtout un grand silence médiatique et politique. Donc ça m'a poussé plus à me tourner vers justement Urgence Palestine et à me tourner vers les différents collectifs, quoi. Et du coup, si je comprends bien, tu as rencontré la cause palestinienne relativement récemment dans ta vie. Est-ce que du coup, ça a aussi pu avoir depuis un impact sur ta vision aussi de l'impérialisme par ailleurs? Bien sûr que ça a eu un impact. Je pense que évidemment, je me suis déjà posé des questions sur les questions sur le décolonial, sur les questions décoloniales, sur la place de la politique impérialiste actuelle, qui sont évidemment liées à des questions aussi féministes, sur d'autres causes qui sont toutes reliées. Mais à Paris, ce qui était spécifique, c'était surtout les actions concrètes. Les rassemblements et puis surtout des visages, des vrais visages qu'on voit en personne, et ça c'est vrai que ça change. Donc ça c'est peut-être la nouveauté dans l'engagement politique. Ok, ouais. Bah, c'est super, merci de bien avoir voulu nous parler. On va essayer d'aller avoir d'autres personnes aussi qui parlent d'un autre point de vue, militant ou moins militant, mais en tout cas voilà, on se retrouve tout à l'heure. Et bah du coup on est de retour avec deux étudiants que j'ai pu aller alpaguer directement parmi les étudiants de l'EHESS. Du coup je suis avec Maxime et avec Mimi qui ont bien accepté de nous parler. Et du coup on est déjà revenu avec vos camarades tout à l'heure sur comment la mobilisation ici a commencé à l'EHESS et pourquoi on en est là ce soir en fait, qu'il y a une occupation de nuit. Est-ce que par ailleurs, je leur ai pas demandé, est-ce que vous avez des perspectives un peu sur demain aussi? Qu'est-ce qui va se passer demain? Si jamais la police n'intervient pas cette nuit notamment, vous avez des perspectives un peu là-dessus ou pas? Alors, au niveau du programme pour demain, bon, ça reste encore en réflexion et en gestation, mais l'idée c'est de bien évidemment continuer ce qu'on est en train de mener, de continuer collectivement ce qu'on a réussi à imposer, parce que rien ne nous a été offert. On a arraché depuis le début les moindres avancées, et donc on va continuer sur cette lancée-là. On regarde la situation de ce soir, je pense pas qu'une intervention policière et répressive soit prévue demain. Surtout au regard aussi de la manière dont on s'organise et dont aussi on prévoit tout un ensemble de programmes d'intervention extérieure, comme ça a été le cas aujourd'hui, avec différents ateliers. Également toute une réflexion qui va avoir lieu aussi sur la manière de mobiliser les personnes autour ici du campus,
avec un maillage social qui est très intéressant à discuter, à réfléchir, que ce soit auprès des lycées, mais également des personnes qui travaillent autour, de voir comment on peut réussir à mobiliser également les camarades de la Bourse du Travail du 9-3. Donc tout ça, c'est en réflexion. On va essayer de contacter le maximum de personnes, de voir aussi comment on peut travailler avec les syndicats et également d'autres organisations politiques qui voudront bien vouloir se joindre à nous. Et voilà, donc tout ça va être réfléchi dans les heures à venir. Également demain, à partir du moment où les gens commenceront à venir aussi de l'extérieur, parce qu'on va essayer de diffuser au maximum l'information, parce que je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est actuellement la première Occupe qui réussit dans ce mouvement, qui tient et qui ne se fait pas dégager par la police. Donc c'est en ça déjà une réussite, mais on va pas s'arrêter là. C'est pas une fin en soi. Ouais. À Sciences Po, ils ont tenu une nuit. Je sais pas si vous ferez mieux. Ok, d'accord. Ok. Mais voilà. Pour moi. Je m'étais arrêté au 88 d'arrestation, mais. Très bien. Bah écoutez, on va faire en sorte de pouvoir tenir mieux. On attend aussi les camarades de Sciences Po. Je lance aussi un appel à eux et à elles. Et pas que, pour et le pas coup, que, bien sûr, toutes les universités, mais pas que. En plus, pour la HESS, je crois, si je me trompe pas, il n'y a pas besoin de carte d'étudiant pour rentrer. Là, c'est vrai que le campus est relativement ouvert, c'est-à-dire que c'est quand même intégré dans la ville aussi d'Aubervilliers. Donc, on n'a pas l'impression, en arrivant, de se dire, OK, on rentre dans un campus universitaire. C'est également la raison pour laquelle aussi on a décidé d'occuper ce bâtiment-là, qui reste le seul bâtiment qui appartient réellement à l'EHESS. Donc, où il y a cette franchise universitaire qui nous protège, entre guillemets, même si on sait qu'elle est durement mise à mal par les appels intempestifs des présidences pour réprimer les mouvements. Mais ce bâtiment, c'est également ce bâtiment qui nous appartient en tant qu'étudiants et étudiantes, également doctorantes, enseignants, chercheurs et tout le personnel administratif. Et c'est pour ça qu'on a décidé de l'occuper, parce que c'est notre bâtiment avant tout. Super. Mimi, quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je trouve que l'organisation de cette occupation est tellement démocratique dans le sens qu'il y a déjà une assemblée générale, même avant aujourd'hui, et du coup le vote a été partagé par tous les membres étudiants. Il y a aussi les personnels de CGT qui étaient présents dans l'après-midi, aussi les syndicalistes de CGT-CNRS aussi qui étaient là avec nous pour partager la solidarité, exprimer ce soutien au collectif et aussi à la Palestine. Et je trouve que voilà, on voit quelque chose qui est un modèle démocratique qui n'est pas vraiment le cas de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, quand on voit Macron avec 49-3 qui fait passer la retraite, etc. On est en train de vivre une dérive autoritaire. Et c'est pour ça, en tant qu'étudiants et étudiantes, on ne peut pas s'arrêter que là parce qu'on est toutes et tous attaqués sur le plan de la Palestine, mais aussi sur le plan fondamental de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de circulation et manifestation est en train de se faire violer par le gouvernement qui prétend démocratique, humanitaire, dans la défense des droits humains, etc. Alors que c'est eux qui soutiennent d'abord l'armement de l'État terroriste Israël et aussi la politique sioniste, qui est la politique raciste et antisémite de ce que Cédric a aussi exprimé sur ce point. Et pour ajouter dernièrement que en tant qu'étudiante, travailleuse du sexe et aussi qui n'a pas vraiment un statut comme les Français, par exemple, on est vraiment attaqué facilement s'il le veut. Par exemple, à le titre de séjour, et je veux dire que dans cette mobilisation, il y a un prix à payer et chacune paye ce prix différemment par rapport au niveau de la scission et aussi au niveau de papier, etc. Mais ce qui me pousse à venir aujourd'hui, c'est de vous dire qu'en fait, le papier ou quoi que ce soit ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est rien par rapport à 40 000 personnes mortes et voilà dans la Palestine occupée à Gaza et encore plein de gens qui sont introuvables et encore beaucoup d'enfants et du coup en tant que personne qui est en vie aujourd'hui, on a un privilège à réaliser quoi, que il faut rester en vie et continuer à se battre pour ceux et celles qui n'ont pas le choix même de rester en vie, de choisir l'avenir. Et du coup, je trouve que voilà, en tant qu'étudiante, malgré ma situation, mais je voulais dire que à fond, on peut pas oublier qu'on est en train de vivre un génocide et on peut pas laisser ça derrière comme si de rien n'était, quoi. Ouais. Et du coup, je voudrais poser une petite question ensuite que j'ai posée aussi à vos camarades. C'est peut-être un peu plus sur votre rapport personnel à la cause palestinienne. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez avec laquelle vous avez grandi, qui a toujours été là, ou au contraire que vous avez rencontré
plus sur le tard, peut-être à l'adolescence ou maintenant ou récemment. Mimi, peut-être que tu veux commencer? Sur mon parcours, comment... Vis-à-vis de la cause palestinienne en particulier et aussi vis-à-vis de l'impérialisme en général en fait, parce que les deux sont bien sûr liés. Exactement, parce que moi, d'abord, je suis d'origine thaïlandaise et mon compère, il est vietnamien. Mon compère m'a tenu et du coup, malgré que je suis née un peu tardivement, avant de connaître bien le parcours de mes ancêtres, mais ça nous rappelle à un moment donné que quand on a pris la conscience de ce qu'on a vécu, ce que nos ancêtres ont vécu aussi, ça nous a rappelé qu'il n'y a pas une migration sans raison. Et moi-même, aujourd'hui, en tant que réfugiée politique avec un titre de séjour en France, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis dit que c'est pas possible de laisser les violences impérialistes comme ça de ce que nos ancêtres ont subi au Vietnam et dans beaucoup d'autres pays colonisés. Et aujourd'hui, c'est encore la Palestine qui a subi plus de 60 ans depuis 1946, aussi la Nakba 48, etc. Et du coup, pleine de violences impérialistes qui s'inscrit dans la lutte voilà des peuples palestiniens et en tant que descendante des gens qui sont forcés à bouger de leur propre pays à venir ailleurs et moi-même qui suis poussée à venir jusqu'ici en France à cause de danger dans mon pays et du coup je me suis dit qu'on peut rien faire et même si je ne suis pas dans cette situation mais vraiment je me suis dit qu'on peut pas justement vivre comme si de rien n'était comme je viens de dire tout à l'heure, c'est parce que, comment dire, quand on pense qu'à soi, par exemple, peut-être que ça se passe bien. Si on fait les études, on laisse les choses passer, on peut avoir le diplôme, mais est-ce que c'est ça qui signifie dans notre vie? Et je pense que, en tant que quelqu'un qui a commencé à comprendre et à apprendre des choses quand je suis arrivée en France, on a vu que le racisme d'État, c'est quelque chose de vrai. J'ai vécu en Thaïlande, il y a quand même aussi l'histoire de l'islamophobie là-bas, mais en France, quand j'ai vécu ici en tant qu'une être racisée dans ce pays où le racisme islamophobe est vraiment répandu et c'est lié à l'histoire de la colonisation qui ne finit jamais jusqu'à ce siècle-là. Et du coup, notre devoir en tant qu'une être ou un être qui est conscient et qui a le privilège d'apprendre, d'étudier, avoir cette chance d'être dans la fac ou dans une école, c'est de, voilà, tenir cette relais de savoir pour dire qu'il faut dénoncer ce qui est la cause qui a voilà causé la migration, qui a causé la précarité, qui a causé la mort et aussi le génocide. Et du coup, ce n'est pas que la lutte liée à mon ancêtre ou à moi-même, c'est une lutte pour l'humanité. C'est pour ça la lutte qu'on est en train de mener, ce n'est pas justement pour la Palestine, mais c'est pour tout le peuple colonisé et qui subit la politique impérialiste, soit en Palestine, soit au Congo, en Soudan, Yémen et partout quoi. Merci. Maxime, même question du coup? Bah écoute, enfin d'abord j'ai pas du tout le même passif que toi, Mimi, c'est évident, mais c'est pas pour autant que ma sensibilité n'est pas décuplée en fait. Et c'est vrai que c'est donc on ressent en fait toute cette imbrication de toutes les formes de domination qui est évidente et avec peut-être la domination coloniale qui se situe au sommet de toutes celles-ci sans vouloir faire de hiérarchie. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, sur comment se servir de nous, notre position en tant qu'étudiants, chercheurs, c'est également moi une question que je me pose et qu'on essaie aussi de se poser ici collectivement. C'est que faire de la recherche, que faire de la science, faire de la recherche très bien, mais pour qui, pourquoi, à quelle fin et tout l'intérêt d'adopter une démarche de recherche militante en fait, sans perdre aucune rigueur scientifique bien évidemment, mais se saisir en fait des sciences sociales et de voir en fait dans quelle mesure on peut collectivement s'organiser comme on est en train de le faire là et pour pouvoir mettre en relation la situation en Palestine mais également les situations différentes dans d'autres régions du monde avec également d'autres thématiques, que ce soit la thématique du genre, la thématique également les thématiques environnementales et bien évidemment la thématique économique et sociale qui sont fortement imbriquées parce que voilà, comme ça a déjà été dit par d'autres camarades, les gens qui sont ici, qui se mobilisent pour la Palestine, sont également les mêmes qui se mobilisaient l'année dernière pour la réforme des retraites et seront celles qui demain se mobiliseront pour d'autres formes de mobilisation et de domination, parce que voilà, il y a tout un ensemble en fait de choses qu'il s'agit de faire tomber pour pouvoir penser la suite ensemble.
la preuve par la Palestine, effectivement. C'est vrai, non, mais tout à fait. Il y a eu pas mal d'interventions cet après-midi et qui auront lieu également demain, je l'espère, avec des chercheuses, notamment d'Amérique latine, qui insistaient sur le fait que la Palestine n'était pas en soi leur objet d'étude principal, mais cette question palestinienne rassemblait tellement de formes de domination qui se retrouvaient dans une forme de modèle qui se retrouvaient vraiment dans d'autres régions du monde, qu'en ce sens, la Palestine était le centre du monde. Et que nous, en tant qu'étudiants, en se mobilisant de cette manière-là, nous sommes du bon côté de l'histoire à ce moment-là, et nous faisons l'histoire également, et nous cherchons à rendre tout l'honneur et tout le courage de toutes les personnes qui vivent ce génocide, littéralement, en Palestine actuellement. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelque chose à ajouter ou pas. Non, Palestine vivra. Palestine vaincra. Allez. Voilà, merci.